commencer la captation et donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire je voudrais saluer le professeur François Chasse qui va nous parler de l'hôpital de la Charité. Mais avant de vous parler de l'hôpital de la Charité et pour que vous n'ignoriez rien de l'histoire de ce site, je voudrais tout d'abord que vous n'ignoriez rien sur le conférencier. Alors, François Chasse est pharmacien de l'assistance publique des hôpitaux de Paris depuis 1970, je crois bien. Il a enseigné, il enseigne toujours, non, à la faculté de pharmacie, la pharmacie clinique. Il est membre de la Société d'histoire de la pharmacie et aussi de l'Académie internationale d'histoire de la pharmacie. Alors, évidemment, tous ces titres ne s'obtiennent pas comme ça, et il a fait donc des études et aussi de nombreuses publications historiques, comme un ouvrage sur la découverte, sur l'histoire des médicaments. Évidemment, c'est un ouvrage qui nécessite, par les temps actuels, des rééditions. Il a été réédité, mais il faut suivre le rythme, c'est difficile. Et puis aussi une histoire de la pharmacie des hôpitaux. Et ça, c'est aussi un sujet très important, comment dans le rôle des pharmacies d'hôpitaux, etc. Et puis à côté de ça aussi, des histoires des questions sur les médicaments. Alors là, je ne me souviens plus exactement des titres, mais vous avez les 100 vérités sur les médicaments. Les médicaments sans question, publié chez Taillandier, et puis un ouvrage collectif publié chez Odile Jacob, avec le professeur. Donc voilà. Et la vérité sur vos médicaments, hein, alors je ne sais pas, mais avec un titre pareil, vous avez dû faire un carton, c'est ça. Voilà. Alors, mais voyez, maintenant vous savez tout donc, sur le professeur Chasse, et donc je vous laisse le soin maintenant de nous dévoiler tout ce qu'il sait sur l'hôpital de la Charité. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je souhaite, en guise d'introduction, remercier le docteur Muriel Laromilière, biologiste des hôpitaux, ami, je n'ose pas le dire, depuis 50 ans, qui a suggéré mon nom pour évoquer devant vous l'histoire de l'hôpital de la Charité. Je remercie également votre président, Bruno Delmas, et Madame Marie-Claude Delmas pour la bienveillance de leur accueil, et votre secrétaire général, Monsieur Christian Chevalier, qui a mis à ma disposition une très importante iconographie. Présenter l'histoire de l'hôpital de la Charité n'est pas une mince affaire. Il ne reste en effet plus rien de cet hôpital. Les témoins du passé ont évidemment complètement disparu puisque l'hôpital a fermé ses portes il y a 87 ans. Et les documents publiés sur l'histoire de cet hôpital sont relativement rares. Il y a des documents très anciens du XVIIe siècle, mais peu nombreux. Une histoire qui a été publiée en 1832 et un autre mémoire en 1900. C'est sur ces trois éléments bibliographiques que je me suis appuyé, mais également sur un travail que le radiologue Henri Naoum a fait en 2009 sur l'histoire de l'hôpital de la Charité. Henri Naoum, qui était radiologue à l'hôpital Beaujon et qui s'est passionné pour l'histoire de la médecine dans les dernières années de son exercice professionnel. Peu de documents, mais un hôpital, la Charité, qui est un véritable monument de la santé publique à Paris, et je suis heureux de l'honneur qui m'est fait de vous présenter son histoire. Je vais tenter d'évoquer sur le mode du parcours historique
comment a vécu, comment elle est née, comment elle a disparu, cette institution prestigieuse, en évoquant les circonstances de sa création, le rôle des personnels religieux et laïques, les étapes clés administratives, politiques, qui ont constitué autant d'étapes de la vie de cet hôpital. Et puis, et peut-être surtout, je vais vous présenter quelques profils de médecins qui ont, par leur parcours scientifique, non seulement été des étapes clés dans l'histoire de l'hôpital de la Charité, mais plus généralement dans l'histoire de la médecine. Lorsqu'en 1935, on décida la fermeture de l'hôpital de la Charité, c'est sur plus de 3 siècles d'assistance aux pauvres et de progrès médical que les portes de l'établissement se refermèrent définitivement. L'hôpital avait été créé sous le nom d'Hôpital de la Charité des Frères de Saint-Jean-de-Dieu sur décision du roi Henri IV, 333 ans plus tôt. Dans quelles circonstances? C'est pour répondre à la dévotion de sa toute récente épouse, Marie de Médicis, que le roi de France et de Navarre décida de créer cette institution hospitalière. Toute récente, car en 1600, Henri IV venait de changer de reine, en quelque sorte. Il avait quitté 1 an plus tôt Marguerite de Valois, la très célèbre reine Margot, qui, pendant leurs 27 années de mariage, n'avait pas pu lui donner de descendance. Marguerite avait alors 46 ans et le roi 1 an de plus. Lui pouvait encore espérer, mais pour Marguerite, il fallait se résoudre à une infécondité définitive. Clément VIII, le pape, accepta d'annuler le mariage. Marguerite obtint en échange de fortes compensations financières et le droit de conserver son titre de reine de France. Henri pouvait donc épouser Marie de Médicis, qui n'avait alors que 28 ans. Outre l'espérance de la naissance d'un dauphin pour le royaume, l'objectif royal, à peine voilé, était de profiter des richesses accumulées par la famille Médicis en Toscane et qui, avait-il prévu, pourrait participer au renflouement des caisses de l'État qui avaient été particulièrement vidées, en quelque sorte, à l'occasion des 50 années de guerre de religion qui venaient de s'écouler. Marie était l'héritière la plus riche d'Europe, mais la médaille avait quelques revers. La nouvelle reine de France et de Navarre parlait à peine le français, elle était italienne, et si son teint, disait-on, était d'albâtre, son caractère plutôt taciturne, sa personnalité au mieux insipide, et son cœur, laissait-on entendre, ne battait que pour l'Italie, le Christ et la Sainte Vierge. La signature du contrat de mariage eut lieu en octobre à Florence et le mariage fut célébré en décembre à Lyon par le légat pontifical exactement le 17 décembre 1600. Les époux se rencontrèrent le jour de leur mariage et le moins qu'on puisse dire, c'est que, au moins du côté de Marie, ce ne fut pas le coup de foudre. Mais cette femme très chrétienne fit une promesse au roi, lui faire un héritier, et elle tint promesse puisque le futur Louis XIII est né exactement 9 mois après leur union, le 27 septembre 1601.
Et vous voyez, pardon, sur cette diapositive, un libelle de Henri IV à son Premier ministre, en quelque sorte, Sully. Je ne trouve ni agréable compagnie, ni réjouissance, ni satisfaction chez ma femme, faisant une mine si froide et si dédaigneuse lorsqu'arrivant du dehors, je viens pour la baiser, pour l'embrasser, caresser et rire avec elle, et je suis contraint, de dépit, de la quitter là et de m'en aller chercher quelques récréations ailleurs. Marie arriva à Paris encore impressionnée par l'action des Fratelli della Carità, les frères de la charité, qui avaient déjà fondé de bonnes œuvres en Italie et dont la piété forçait l'admiration. Elle n'eut de cesse de rappeler à son mari qu'elle avait tenu sa promesse d'enfant et qu'il devait accompagner la reine dans la promesse qui traduisait sa foi catholique. D'autant qu'il y avait un vrai besoin de santé à Paris. Il n'y avait qu'un seul hôpital, l'Hôtel-Dieu. Les 15-20 étaient réservés aux aveugles. L'hôpital Saint-Louis ne sera construit qu'à partir de 1607 et l'hôpital des Incurables en 1638. En 1602, Henri IV promulgua les lettres patentes autorisant la construction du nouvel hôpital. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, avons, par le rapport et le bon récit de la reine, notre très chère et très aimée compagne et épouse, été assurés et informés de la singulière piété, dévotion, soins et affection envers les pauvres des religieux de la congrégation du dévot Jean de Dieu. Approuvé, confirmé et autorisé par notre Saint-Père le Pape. Il était encore huguenot 4 ans avant. Pour ces causes, voulons et nous plaît qu'il puisse faire bâtir et construire un hôpital en cette ville de Paris, où l'on pourrait accommoder avec une église et les logés, cloîtres, cellules et autres demeures, logements et bâtiments qui leur seront nécessaires pour y vivre, demeurer et habiter avec les commodités requises et nécessaires pour la nourriture des pauvres, malades infirmes et nécessiteux qui se retireront en leur dit hôpital. La lettre patente n'avait pas besoin à l'époque d'un 49.3 pour être immédiatement applicable. Peu après, Marie de Médicis fit venir à Paris le frère Giovanni Bonelli, accompagné de 3 autres religieux qui venaient de Florence. La vocation des frères de la charité reposait sur le soin réservé aux malades pauvres. Ils étaient eux-mêmes, suivant leurs règles, médecins et apothicaires et partageaient leur temps entre les soins, l'étude et la prière. Les frères furent d'abord installés dans une maison qui était située à l'angle de la rue de la Petite Seine et du quai Malaquais, au niveau des premiers emplacements de l'actuelle rue Bonaparte. Ils y étaient bien, à proximité de la Seine, mais c'était sans compter avec la jalousie féminine. Marguerite de Valois, qui était encore reine de France, qui avait quitté son siège royal 3 ans plus tôt, était elle-même fille de roi, Henri III. Elle avait eu 3 autres rois dans sa famille, puisque ses frères, François II, Charles IX et Henri III, étaient ses frères et ont régné très peu pour François II, mais Henri III assez longtemps. Et Marguerite préempta les terrains que Marie de Médicis avait promis aux congrégationnistes des frères de la charité. Marguerite voulait en effet faire construire un palais symboliquement situé en face du Louvre pour en quelque sorte narguer le nouveau couple royal, et elle jugea pertinent de déposséder les frères de la charité du terrain et du premier bâtiment qu'ils avaient construit à cet emplacement. Cet emplacement qui est donc l'actuel emplacement sur lequel on trouve l'école des Beaux-Arts. On voit ici le quadrilatère que formait cet immense emplacement d'environ 2 hectares avec vue sur Seine. C'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Marie de Médicis, bonne épouse et je le rappelle très chrétienne, fit mine de ne pas se vexer. Mais
Marguerite n'était pas aussi mauvaise fille que ce que l'on a pu en dire. Elle offrit à sa rivale et du coup à la congrégation un terrain dont elle était propriétaire un peu plus au sud et à l'ouest, autour d'une petite église qui s'appelait Saint-Pierre. Les frères quittèrent donc le quai et se rapprochèrent de Saint-Pierre en allant vers le sud de la capitale. Saint-Pierre deviendra Saint-Père et cette petite église est à l'origine du nom de la rue qui bordera la future institution hospitalière, la rue des Saints-Pères. Il y avait sur ce terrain de près de 2 hectares non seulement une église, mais également un hôtel particulier, l'hôtel de Sansac, qui était en ruine, qui fut désaffecté, mais qui servit en quelque sorte de noyau pour la construction du futur hôpital de la Charité. Ce futur hôpital, on le voit ici sur le plan de Gombou en 1652, occupait relativement bien, non pas l'entier quadrilatère actuel, mais la moitié environ de ce quadrilatère formé par la rue Jacob, à gauche de la photographie, la rue des Saints-Pères, donc en bas, et la rue de Taranne, qui est l'ancêtre en quelque sorte du boulevard Saint-Germain qui ne sera percé qu'au XIXe siècle. Il y eut divers agrandissements et je dois dire que l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est chère au cœur de la Société historique du VIe, cette abbaye servit très largement en terrain et fonds pour la construction de cet hôpital de la Charité. L'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu avait été fondé en Espagne, à Grenade, en 1539, par un Portugais, Jean Cidade, qui, à l'âge de 42 ans, décida de se consacrer entièrement à la religion. Il vendit ses biens au profit des pauvres, s'habilla comme un misérable, au point de passer pour un fou et séjourner dans la prière et la mortification. Les 12 dernières années de sa vie, il forma des disciples et petit à petit, une véritable congrégation se forma pour devenir en 1585 l'ordre des frères de la Charité, approuvé par le pape Pie V. Joe Cidade fut déclaré bienheureux en 1630 et canonisé en 1690 par Alexandre VIII. Il recevra alors le nom de Saint Jean de Dieu. À partir de 1652, grâce à la donation d'Angélique Faure, veuve d'un surintendant des finances, Claude de Bullion de Bonnel, les religieux de la Charité disposèrent de nombreux moyens, de terrain, et en particulier l'hôpital des convalescents de la Charité, qui occupait quadrilatère, ou ce qui peut ressembler à un quadrilatère, entre les rues du Bac, la rue de Varennes et la rue actuelle, la rue de Babylone, agrémentée de grands jardins. C'est là que siègent aujourd'hui les missions étrangères que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Une autre maison de convalescence put ouvrir également ses portes au-delà des limites de Paris, dans ce qui était autrefois la banlieue sud de Paris, le Petit Montrouge. Et ce Petit Montrouge est resté un site hospitalier. C'était l'hôpital de La Rochefoucauld, avenue du Général Leclerc dans le 14e arrondissement, qui, à l'origine, a été un hôpital pour convalescents que la veuve Bullion, comme on l'appelait, avait permis aux frères de la Charité d'acquérir. Les religieux exerçaient dans leurs occupations séculières des fonctions de médecins, d'infirmiers, d'apothicaires, de chirurgiens, mais la Charité était aussi un lieu de vie spirituelle où la liturgie était, au dire des observateurs de l'époque, magnifique, et les homélies dominicales d'un très haut niveau religieux, culturel, voire politique. Des membres de la cour y venaient régulièrement, mais également Monsieur Vincent, Saint Vincent de Paul, qui venait visiter les pauvres et
vous savez que Vincent a créé l'ordre des filles de la charité, et probablement pour faire un pendant féminin à ses frères de la charité qui étaient à l'origine italienne. Et les filles de la charité sont devenues un ordre très important pour les soins aux malades, aux pauvres, et c'est assez saisissant de voir que Saint Vincent de Paul s'est largement inspiré de la congrégation des frères de la charité pour constituer le sien. En 1742, l'hôpital comptait 150 lits répartis en 3 salles. Il était tenu par 50 religieux, frères et novices, qui procuraient nuit et jour les secours spirituels et les remèdes temporels nécessaires aux soins. Dès son admission, un religieux lavait les pieds du malade accueilli. Il était ensuite habillé, chemise, chemisette, coiffe, pantoufles et robe de chambre. Le lit était garni de drap blanc et on plaçait à côté de lui un pot à boire, une tasse, un crachoir, un urinal et une chaise de commodité. On demandait évidemment ensuite au malade de purifier son âme en se confessant. Les soins étaient évidemment gratuits et le règlement intérieur de la charité indiquait « Il n'y a aucune formalité pour être admis à l'hôpital, la seule condition est le besoin ». Jusqu'à la Révolution, la charité ne reçut que des hommes, au point qu'on l'a longtemps appelée la charité des hommes. Encore fallait-il que ces hommes ne soient ni contagieux, ni galeux, ni vénériens. Les vénériens allaient à Saint-Louis. L'emploi du temps des frères était parfaitement réglé. Ils descendaient à la chapelle 2 heures avant le jour. La nuit était courte. Ils distribuaient le bouillon et le potage, consolaient les malades, pansaient les blessés et les pauvres qui venaient du dehors. Un médecin passait la visite, entouré de 3 religieux, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui encore. Un infirmier, un chirurgien, un apothicaire. L'infirmier exposait la maladie, c'est le rôle de l'interne aujourd'hui. Le médecin ordonnait les médicaments, c'est toujours le rôle du patron. Que l'apothicaire, c'est toujours le rôle des pharmaciens, consignait dans son livre, l'ordonnancier. Le chirurgien pouvait émettre un avis lorsqu'il était requis. Il n'avait pas le droit de s'exprimer si le médecin ne le lui demandait pas. Avant le dîner, un religieux lavait les mains de chaque malade, les essuyait, les baisait humblement. 2 autres étendaient les serviettes, rangeaient le lit, accommodaient le couvert, faisaient dire un pater et un ave. Puis, en psalmodiant le Laudate Dominum, on apportait le dîner composé de bouillon, potage, œufs ou viande. La même cérémonie avait lieu pour le souper. Après quoi, un religieux restait dans les salles et distribuait le bouillon de 11 heures. Pardonnez-moi, Et à minuit, un autre religieux nettoyait les vases et donnait les médicaments. Les frères se consacraient aussi à l'étude de la médecine, de l'anatomie, de la botanique et de la chimie. Ils disposaient pour cela d'un amphithéâtre d'anatomie, d'un cabinet d'histoire naturelle, d'un jardin botanique qui était renommé dans tout Paris. Au rez-de-chaussée se trouvaient les services généraux, l'apothicairerie, le vestiaire, la lingerie. Les salles de malades occupaient le premier étage et les religieux, leur dortoir en quelque sorte, étaient installés au 2e étage. On voit ici sur le plan de Turgot de 1732 toujours la rue Taranne qui préfigure le boulevard Saint-Germain, la rue des Saints-Pères au bas de la diapositive et la rue Jacob qui était la rue par laquelle on entrait dans l'hôpital. Et l'hôpital de la Charité n'allait pas jusqu'à la rue Saint-Benoît. En revanche, il occupait en gros la moitié de ce quadrilatère, la rue Saint-Benoît étant occupée par des immeubles d'habitation ou des hôtels particuliers. Au long des XVIIe et XVIIIe siècles, la réputation de la charité ne fit que croître. Louis XIV, peut-être en souvenir de sa grand-mère, c'est sa grand-mère Marie de Médicis qui a créé en quelque sorte l'hôpital, qui a supplié le bon roi Henri de lui donner des sous. Louis XIV accorda des sommes très importantes pour le bon fonctionnement de la charité.
Et alors que l'Hôtel-Dieu était un hôpital assez misérable, la comparaison avec l'hôpital de la Charité, c'est un peu comme aujourd'hui un hôpital de l'assistance publique avec l'hôpital américain. L'hôpital de la Charité faisait une concurrence à l'Hôtel-Dieu parce que sa réputation était celle de la bonne organisation, de l'hygiène, du confort pour les malades. Par exemple, si à la Charité, les lits étaient dédiés à un seul malade, à l'Hôtel-Dieu, on pouvait trouver 4, 5, parfois même 6 malades dans le même lit. Bien sûr, la dimension des lits n'était pas la même, mais à la Charité, il n'y avait qu'un seul malade dans un lit. Il faut dire donc qu'en recevant 200 malades seulement à la Charité, alors que l'Hôtel-Dieu en a reçu jusqu'à 4000, c'est ce qu'on voit dans cette description nouvelle de la ville de Paris qui date de 1685, l'Hôtel-Dieu, évidemment, était un hôpital surpeuplé, mal tenu, où un désordre important régnait et où les sœurs Augustines, qui étaient toutes régnantes à l'Hôtel-Dieu, étaient en conflit permanent avec les médecins, mais aussi avec les malades. Prestige spirituel, mais aussi prestige médical. Plusieurs frères de la congrégation bénéficièrent d'une grande renommée. Jacques de Beaulieu, connu sous le nom de Frère Jacques, rien à voir avec la chanson, médecin franc-comtois qui entra dans la congrégation dès ses études terminées. Jean de Bazeillac, connu sous le nom de Frère Côme. C'est surtout par le traitement des lithiases vésicales, dans la vessie, et l'opération de la pierre que la réputation de l'hôpital s'affirma au-delà des frontières. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau, dans les Confessions, dans le livre 11 de ses Confessions, évoque la pratique de Frère Côme. Il vint à bout, enfin, d'introduire une très petite algalie, c'est une sonde métallique, après m'avoir fait souffrir pendant plus de 2 heures durant lesquelles je m'efforçais de retenir les plaintes. Rousseau était philosophe, comme on dit. Au premier examen, le frère Côme crut trouver une grosse pierre et me le dit. Au second, il ne la trouva plus. Après avoir recommencé une seconde et une troisième fois, avec un soin et une exactitude qui me firent trouver le temps fort long, il déclara qu'il n'y avait point de pierre, mais que la prostate, en revanche, était squireuse et d'une grosseur surnaturelle. Il n'en demeure pas moins qu'une salle entière était réservée aux pauvres attaqués par la pierre et qui voulaient se faire, comme on dit, tailler. Une ordonnance de 1730 montre que l'hôpital accueillait énormément de monde, beaucoup de monde et sans doute trop de monde. Cette ordonnance de police impose aux étudiants de nouveaux comportements. Elle dit: il s'est présenté un si grand nombre d'étudiants en médecine, de garçons chirurgiens et même de gens de toute espèce qu'à peine les lithotomistes, les urologues qui opèrent au niveau de ces calculs de la vessie, la lithotomie, on verra plus tard la lithotripsie, mais les lithotomies, c'est ceux qui entraient par les voies naturelles dans la vessie et qui essayaient tant bien que mal, tant mal que bien d'ailleurs, de détruire ces cailloux présents dans la vessie. Donc, qu'à peine les lithotomistes peuvent agir avec la liberté et la tranquillité nécessaires aux opérations. Cette ordonnance de 1730 n'a pas suffi. Un désordre excessif règne dans les rangs estudiantins. Et en 1738, des lettres royales, cette fois-ci, c'est plus une ordonnance de police, c'est une décision royale, fixent l'organisation de l'enseignement de la médecine à la Charité. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre patente? Chacun des médecins de l'hôpital de la Charité sera tenu de donner au prieur, le prieur c'est le directeur en quelque sorte de l'hôpital, une liste des étudiants en médecine qu'il entendra admettre journellement en cette qualité à la visite des malades. Les médecins disent quels sont leurs étudiants. Ceux qui ne sont pas inscrits n'ont pas le droit d'entrer. Les 10 étudiants en médecine et les garçons chirurgiens ne pourront être admis dans l'hôpital ni en épée, ni avec des cannes, ni avec des bâtons.
à peine de 500 livres d'amende pour la première fois. On imagine qu'il y avait quelques bagarres, et d'emprisonnement en cas de récidive. Lors de la visite des malades, les étudiants en médecine se tiendront du côté des médecins qu'ils accompagneront et les garçons chirurgiens du côté des chirurgiens, sans se mêler ensemble. Imagine les raisons de cette décision. Express inhibition et défense à toutes sortes de personnes, même aux étudiants en médecine et aux garçons chirurgiens, d'entrer dans les salles des blessés, dans celles des taillés et dans l'école d'anatomie aux heures des opérations et pansements. Bref, l'ordre doit régner à la charité. Georges Maréchal est une des grandes figures chirurgicales qui s'illustrèrent à la charité. D'abord garçon chirurgien, puis maître, il devient chirurgien-major, patron du département de chirurgie, et certaines de ses opérations firent sensation. Il incisa un anthrax du roi, il opéra le maréchal de Villars et pratiqua même une opération de la taille chez Fagon, le médecin même de Louis XIV. Ces avancées contrarièrent les frères de la Charité. Il y avait toujours une rivalité entre religieux et laïcs. Et par son influence, Maréchal fit en sorte que Louis XV, le jeune Louis XV, retira aux frères le droit de pratiquer les opérations de grande chirurgie sous un prétexte un peu roué. Voilà ce qu'écrit Louis XV. L'ambition de s'élever dans la carrière chirurgicale peut amener un relâchement dans le zèle religieux, en détournant les soignants des soins terre-à-terre qu'ils doivent aux malades comme infirmiers. Et donc, en gros, il leur demande de choisir entre la prière, l'étude, entre la religion et le savoir-faire chirurgical. Mais Maréchal usa également de son autorité, de son influence auprès du roi, pour jeter avec la Peyronie, qui avait fait ses études à la Charité, mais qui s'était installé à Montpellier, le futur statut des chirurgiens, qui jusque-là n'étaient pas du tout les égaux des médecins, et les chirurgiens deviennent à partir de 1731 à égalité des personnels médicaux qui ont les mêmes droits et prérogatives que les médecins. Ils étaient considérés comme des manuels sans importance jusque-là. À la veille de la Révolution, un mémoire sur les hôpitaux de Paris, publié par Jacques Tenon, qui avait été mandaté par le Conseil de salubrité, Jacques Tenon écrit un rapport tout à fait intéressant, non seulement sur la Charité, mais sur l'ensemble des hôpitaux parisiens. Et il écrit « On a toujours considéré avec raison les salles de malades comme les principales pièces d'un hôpital. On a bien fait de les placer dans un lieu plus sain et de les entourer de tout ce qui peut accélérer le service. À la Charité, on les a mises exprès au-dessus du rez-de-chaussée, premier étage. Rez-de-chaussée qui est voûté et les tient au sec. Elles sont au premier étage du côté de la rue Jacob et de niveau au sol en entrant dans la rue Taranne. Pourquoi? Parce qu'il y a une déclivité de la rue des Saints-Pères, comme vous le savez, et ce qui était en rez-de-chaussée du côté du boulevard Saint-Germain, on va dire, était au premier étage, rue Jacob. Il décrit, Jacques Tenon, avec une grande précision toutes les salles, Saint-Louis pour les fiévreux, Saint-Michel, etc., Saint-Augustin, salle de la Vierge, Saint-Raphaël et Saint-Jean, 6 salles dans lesquelles on compte près de 300 malades à la veille de la Révolution. On a pensé à réunir ces salles parce que cet hôpital n'admet que des hommes. La promiscuité ne pose pas de problème. Et qu'on n'y reçoit aucune maladie contagieuse, du moins le croyait-on. Mais ce qu'on a fait à la Charité ne doit pas servir d'exemple, car on a une communication entre les fiévreux et les blessés. Et il est bien prouvé que le voisinage des fiévreux est funeste aux blessés, à plus forte raison le mélange des fiévreux avec les blessés dans la même salle. C'était là une vision prémonitoire et clairvoyante de l'hygiène hospitalière qui ne se développera que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Au moment de la Révolution, les hôpitaux parisiens furent regroupés sous une administration commune dirigée par une commission de 5 membres. La Charité prit le nom d'Hospice de l'Unité, les religieux en furent provisoirement chassés, on débaptisa les salles,
On les nomma salles de l'humanité, de la République, de l'égalité. On désaffecta la chapelle et on divisa la nef en 2 étages par un plancher. Au rez-de-chaussée, on installa une école de médecine clinique qui fut dirigée par Nicolas Corvisart. Il inaugura le nouvel amphithéâtre en 1799, et il existe encore une plaque qui rappelle quelques médecins illustres qui ont enseigné dans cette pièce. Le tournant des années 1801 à 1849 est considérable. En 1801, le premier consul définit un conseil général des hospices d'une 40aine de membres qui laissera place en 1849 à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Entre-temps, la Révolution avait permis l'organisation de l'accueil des femmes à la Charité. Une salle leur était dédiée, mais en 1801, seulement 10% des femmes, seulement 10% des malades hospitalisés étaient des femmes, uniquement en médecine, il n'y en avait pas encore en chirurgie. Et l'installation d'un directeur en 1847 mit un terme définitif à la direction de l'hôpital par un père supérieur. La création de l'assistance publique permit de diviser l'organisation, de fédérer en quelque sorte l'organisation des hôpitaux en 3 grandes catégories. Les hôpitaux généraux comme l'Hôtel-Dieu, la Charité et Saint-Antoine, où on accueillait des malades aigus, des blessés. Les hôpitaux spéciaux comme Saint-Louis, les maladies de peau, l'oursine, qui devint Broca plus tard, les maladies vénériennes, et puis des hôpitaux réservés aux indigents, vieillesse homme à Bicêtre, vieillesse femme à la Salpêtrière. Mais à quoi ressemblait la charité? Alors, au milieu du 19e siècle, on commence à avoir des photographies. Et l'iconographie est relativement nombreuse. 100 ans après le descriptif de Tenon de 1788, on dispose avec le mémoire de Fernand Gillet, qui fut le directeur de la Charité, une vision précise de l'organisation de l'hôpital en 1900. L'entrée principale est située au 47 de la rue Jacob. L'hôpital est limité au nord par la rue Jacob, à l'est par la rue des Saints-Pères, au sud par le boulevard Saint-Germain. En 1900, ça y est, le boulevard Saint-Germain existe bien, ça n'est plus la rue Taranne. Et à l'ouest, divers blocs d'immeubles séparent l'hôpital de la rue Saint-Benoît. La surface totale de l'hôpital est de 16 000 m², moitié en bâtiments construits, moitié en cours et jardins. On voit ici les différentes cours sur lesquelles je reviendrai. Et donc, la première cour qui donne sur la rue Jacob est une cour qui est une cour moyenne en termes de surface, avec des bâtiments qui entourent cette cour nord, qui sont destinés essentiellement aux consultations, l'accueil des patients, salles d'attente, cabinets médicaux, salles d'examen, y compris en 1900, l'installation, ça a été le premier dans les hôpitaux de Paris, le premier poste de radioscopie et de radiographie. Un local est même destiné à un chirurgien dentiste et il y a des locaux pour les brancardiers. Le rez-de-chaussée accueillait également donc les services généraux et les combles utilisés pour les logements et dortoirs du personnel. Les salles de malades, comme 120 ans plus tôt, étaient au premier étage avec désormais une véritable salle d'opération. On ne parlait pas encore de bloc opératoire, salle d'opération, une crèche qui était en réalité un service de pédiatrie, et les chambres étaient toujours, non pas c'était toujours bien sûr des salles communes, mais elles étaient isolées les unes des autres par des offices dédiés à l'organisation des soins. On a diverses vues de la cour centrale avec l'entrée de la pharmacie qui est le porche qui est plutôt situé vers la droite. Ici, ce sont les bâtiments qui entourent la grande cour sud. On voit le bâtiment qui est en face, qui est intermédiaire en quelque sorte avec la cour moyenne,
et puis le bâtiment qui lui fait face, qui est plutôt du côté du boulevard Saint-Germain. Alors, les consultations, on en a une image par ce tableau qui est au musée de Reims, un tableau de Georges Moreau de Tours, un petit peu sur le modèle de ce que l'on connaît de la leçon d'hypnose de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, où on voit des femmes qui sont hypnotisées par un miroir qui est placé au milieu de la pièce. Et c'est des expériences que le neuropsychiatre Jules Lhuys effectuait devant ses élèves. On voit le psychiatre avec ses rouflaquettes là sur la droite de la peinture, et une photographie de l'époque qui le montre, où on voit son visage. Et alors, ça donne une image de ce que pouvait être une consultation commune, publique, un petit peu dans le même esprit que ce que l'on avait de l'hôpital de la Salpêtrière avec Charcot. La salle d'opération, vous voyez qu'elle est éclairée par un éclairage naturel vraiment spectaculaire, mais également par l'ancêtre du cialytique, qui permet aux opérateurs d'y voir clair, y compris les journées d'hiver. La salle de pansement, on voit ici comment… Alors, le pansement, manifestement, est laissé aux infirmières. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Rares sont les orthopédistes qui viennent panser leurs patients, sauf dans le secteur privé, bien sûr. On a des salles d'hospitalisation pour les hommes. Certains sont en civil, d'autres sont en chemise, d'autres vont vraiment pas bien. Les salles de femmes, où on n'a pas assez de place de part et d'autre des fenêtres, alors on les aligne du côté au centre de la pièce. La maternité, on a aussi cette vision un petit peu plus sereine de la maternité, avec la maternité, cette vision plus sereine, avec ce que je n'ai pas bien interprété, cette petite cage de verre qu'il y a devant les lits. Je ne vois pas de bébé à l'intérieur, mais il y a peut-être des bébés dans cette petite couveuse, je ne sais pas. Il y en a en tout cas un devant les trois lits qui se succèdent vers le fond de la photographie. Il n'en demeure pas moins que malgré la qualité de l'organisation des soins, la mortalité est importante. Elle était de 13% au début du siècle, elle sera de 9% en 1896. Et la durée de séjour est de l'ordre de 1 mois. Les ressources humaines de l'hôpital, voilà une vue de la pharmacie. On ne peut pas passer un petit moment sur la pharmacie, bien sûr. Les ressources humaines, c'est d'abord du personnel administratif, 6 personnes, du personnel médical, 13 titulaires seulement, et 20 internes et 46 externes. Ce qu'on appelait autrefois le personnel secondaire, on dit plus souvent aujourd'hui le personnel non médical, se compose de 157 personnes, dont 109 infirmières. Et il y a également des journaliers qui sont essentiellement des personnels techniques, serruriers, chauffagistes, plombiers, etc. Le budget, 750 000 francs, on ne sait évidemment pas à quoi ça correspond en réalité, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce budget, 22% seulement sont des dépenses de personnel et 58% des dépenses hôtelières, c'est-à-dire l'alimentation, le chauffage, le linge, etc. Alors qu'aujourd'hui, ces dépenses hôtelières représentent moins de 5% des dépenses d'un hôpital et des dépenses de personnel de l'ordre de 65 à 70%. Mais la Charité, c'est d'abord un hôpital qui a accueilli l'élite médicale des hôpitaux de Paris. Jean-Nicolas Corvisart, qui dirige la chaire de chirurgie de clinique interne, il fonde la qualité de son service sur la précision de l'auscultation et la recherche des causes de la mort à l'autopsie. Il gagne la confiance de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais et devient leur médecin personnel. Il accompagne même Napoléon, qui ne croit pas du tout en la médecine, il le dit, mais en revanche, ajoute-t-il, je crois encore Visart. René Laennec, la philatélie française s'est trompée en
en écrivant l'AINEC avec un tréma sur le E. Il n'y a pas de tréma sur le E de l'AINEC. L'AINEC a signé tous ses courriers, tous ses manuscrits, l'AINEC sans tréma. Donc, il n'y a pas de tréma à l'AINEC. Je passe sur ce détail historique. Il est quand même surtout connu, non pas pour son tréma, mais pour la découverte spectaculaire, en quelque sorte, du stéthoscope qu'il fit en 1816 et par le traité d'auscultation médiate, c'est en quelque sorte un traité d'utilisation, de la bonne utilisation du stéthoscope en 1819. Il a étudié en particulier la tuberculose et malheureusement, il l'a contractée à la Charité et il est retourné à l'âge de 45 ans mourir dans sa Bretagne natale et l'AINEC est resté très probablement, notamment par sa découverte, des médecins les majeurs non seulement de la Charité, mais également de la médecine française. Je note qu'on a eu un hôpital Laënnec à Paris jusqu'en 2000 et qu'il n'y a pas une rue Laënnec à Paris, ce qui est vraiment une faute de la part de nos édiles municipaux. Jean Cruveilhier, brillant élève de Dupuytren, élu à l'Académie de médecine en 1836, il la préside en 1859. Et alors, il soigne toutes les vedettes de l'époque, Talleyrand, Chateaubriand, Vigny, Chopin, mais il n'hésitait pas à soigner également les pauvres. Sollicité pour être le médecin de Napoléon III, il répondit « Je le soignerai comme les malades de l'hôpital ». Et à ceux qui lui conseillaient quand même de faire une visite de courtoisie à l'empereur, il répondit « S'il n'est pas malade, il n'a pas besoin de moi ». Parmi les chirurgiens, il faut bien sûr évoquer Alfred Velpeau. Velpeau, fils d'ouvrier, apprenti maréchal ferrant avant de devenir professeur à la faculté de médecine. En 1816, il rencontre à Tours le grand Bretonneau et débute sa carrière comme garçon d'hôpital. Il fut ensuite officier de santé et puis par la suite force de travail, d'effort, monté à Paris où il fut nommé chirurgien des hôpitaux en 1823. Bien que n'ayant que 4 doigts fonctionnels, il avait été maréchal ferrant et j'imagine qu'il avait été un peu distrait un jour avec son marteau. Il n'avait que 4 doigts fonctionnels à la main droite, mais il opérait avec une grande dextérité pendant 32 ans à la Charité. Il était membre de l'Académie de médecine en 1832 et de l'Académie des sciences en 1943, et il fut l'un des promoteurs de l'installation de l'Académie au sein même de l'hôpital de la Charité, qui cherchait des locaux. L'Académie de médecine s'était installée d'abord rue de Poitiers, l'hôtel de Poulpry que certains connaissent peut-être, qui est l'actuelle maison des polytechniciens, rue de Poitiers. Et puis, ce n'était pas très pratique, le local était exigu et il y avait depuis la Révolution la désaffection de la chapelle et l'Académie de médecine qui avait été créée en 1820 s'installant en 1850 dans cette ancienne chapelle et on lui ménagea une entrée directe, on n'était pas obligé de passer par tout l'hôpital, au numéro 49 de la rue des Saints-Pères. Cette académie tint ses séances à cet endroit jusqu'en 1902, date à laquelle une donation très généreuse permit aux académiciens de migrer vers la rue Bonaparte. Et en 1942, la décision fut prise de reconsacrer en quelque sorte cette chapelle et la cathédrale de Saint-Volodymyr, alors aujourd'hui on ne sait plus à quel Saint-Volodymyr on doit se vouer, si c'est celui de l'Ukraine ou celui de Moscou, enfin les deux Vladimir, l'église est devenue une cathédrale en 1970, c'est Paul VI qui l'a érigée en cathédrale et le rite gréco-orthodoxe est aujourd'hui organisé au sein
de cette cathédrale à l'angle que certains connaissent bien sûr, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saints-Pères. Mais revenons-en à notre galerie des portraits avec Bouillot. Bouillot publie en 1824 un traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux. C'est une somme pour la cardiologie au XIXe siècle. Il est élu en 1826 à l'Académie, il n'a que 30 ans, et en 1831, il est professeur de médecine à la Charité. Il consacre l'année suivante d'importants travaux à l'épidémie de choléra qui sévit alors. Il publie en 1840 un traité très important, traité clinique du rhumatisme articulaire, qui met en relation le rhumatisme articulaire donc avec certains signes cardiologiques, en particulier désordres au niveau de l'utilisation des valves des malades atteints de ce rhumatisme articulaire. Il définit d'ailleurs cette maladie comme le rhumatisme articulaire aigu, mais très longtemps, on donna également à cette maladie le nom de maladie de Bouillot. Alfred Vulpian, alors lui, c'est un novateur dans différents domaines. Il trouve un principe actif vasoconstricteur dans les extraits de glandes surrénales, qu'on appellera seulement 50 ans plus tard l'adrénaline. Il a l'idée de cultiver des tissus animaux. Il décrit la sclérose en plaques avec son ami Jean-Martin Charcot, mais l'historiographie populaire retient aussi qu'avec Jacques-Joseph Grancher, c'est lui qui a persuadé le 6 juillet 1885 Pasteur de faire la vaccination du petit Joseph Meister qui venait d'Alsace. Vous connaissez cette quasi-légende de la vaccination de Joseph Meister. Et Vulpian, qui était neurologue, s'est associé à Grancher, pédiatre, pour suggérer, supplier presque Pasteur de procéder à la vaccination. Bouchard il n'est pas très connu, mais pourtant il vaut le détour en quelque sorte. C'est un homme très brillant qui est le premier peut-être dans l'histoire de la médecine française à avoir souhaité l'introduction des études de biologie dans la médecine. Considérer que tout ce qui était médecine était biologique et en particulier la pathologie infectieuse. Et Bouchard a fait en sorte, il y avait un jeune ministre de l'instruction publique qui s'appelait Poincaré en 1893, et Bouchard a obtenu de Poincaré qu'il y ait une année d'études au début des études de médecine, le PCN, physique, chimie, sciences naturelles, qui permettait aux futurs étudiants en médecine d'avoir une culture scientifique, biologique notamment, qui était de nature à favoriser, à fortifier leur compréhension de la médecine, des signes cliniques et des traitements qui devaient être mis en œuvre. Et il défendit également contre vents et marées, en particulier contre l'Institut Pasteur, qui voulait absolument garder ses prérogatives, l'idée d'une chaire de bactériologie, d'une chaire de clinique des maladies infectieuses, mais également la création d'un hôpital dédié au traitement des maladies infectieuses. Et il réussit, puisque l'hôpital qu'on appelait autrefois l'hôpital d'Aubervilliers, qui prit le nom de Claude Bernard un peu plus tard, fut le grand hôpital parisien pour le traitement et l'accueil des malades atteints de maladies infectieuses. Parmi les accoucheurs, il y a un homme assez admirable, Pierre-Constant Budin, qui crée le service d'obstétrique de la Charité. C'est la première fois qu'il y avait une maternité autonome à la Charité. Il fonde une revue. Il va succéder à Tarnier à la chaire de gynécologie obstétricale de la seule faculté de médecine de Paris. Mais ce qui est surtout important, c'est de considérer qu'à l'époque, les gynécologues obstétriciens étaient en même temps pédiatres. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient des nouveau-nés. Et un certain temps, il n'y avait pas d'autonomie de la pédiatrie à proprement parler. Et il va, notamment avec Paul Strauss,
créer la Ligue contre la mortalité infantile, qui sera l'ancêtre de la protection maternelle et infantile qui a fleuri à partir des années 1950. Et puis, cette galerie des portraits se termine avec Georges Guillain, major de l'internat, médecin des hôpitaux, professeur de neurologie, qui, pendant la Première Guerre mondiale, découvre avec deux de ses amis, Jean-Alexandre Barré et André Strohl, le syndrome de polyradiculonévrite, avec une particularité au niveau du liquide céphalorachidien qui baigne les tissus nerveux, c'est la présence d'une grande quantité d'albumine dans ce liquide céphalorachidien. C'est la définition de ce que vous avez entendu parler sous le nom de maladie de Guillain et Barré ou syndrome de Guillain et Barré. Malheureusement, il va quitter la Charité en 1919 parce qu'il est nommé à la chaire de la clinique neurologique de la Salpêtrière en 1923 et il va délaisser la Charité. Alors, la Charité était aussi connue pour ses internes. Les internes vivaient à l'hôpital, les habitudes étaient empreintes de distinction, mais la grivoiserie pouvait être le fruit d'un humour subtil. Il faut dire que la proximité de la rue Bonaparte incitait les internes de la Charité à fréquenter les artistes de l'école des beaux-arts et parfois leurs modèles féminins. On a ainsi un certain nombre de témoignages et même de photographies. On voit ici Henri Bellery-Desfontaines en train de peindre une fresque qui ornait la salle des gardes. Vous voyez que c'était tout à fait présentable. La contre-visite de l'interne ou l'auscultation, c'est assez remarquable. Et ces tableaux sont encore visibles au musée de l'assistance publique qui malheureusement est aujourd'hui à l'hôpital Bicêtre, loin de Paris, et on connaît la suite. Donc avec des portraits charges des internes qui sont souvent assez truculents, en voici également. Alors je voudrais également parler de deux internes, car une autre tradition de l'internat est la photographie du semestre. Et voici, par exemple, la photographie des internes qui étaient à la Charité en 1907. Sur ce portrait, on voit une quinzaine d'internes, mais j'attire votre attention sur l'un d'entre eux au premier rang, le deuxième à droite. Il s'agit de René Bloch. René avait un frère aîné, Paul Bloch, polytechnicien, devenu général d'armée, qui prendra pendant la Résistance le pseudonyme de Char d'Assaut. À la Libération, il sera fait gouverneur militaire de Paris et nommé grand chancelier de la Légion d'honneur en 1944 par le général de Gaulle. René avait aussi un frère cadet, cette fois, Marcel Bloch, ingénieur passionné d'aviation qui sortit de Supaéro à l'âge de 21 ans. Marcel Bloch s'appropriera en 1953 l'ancien pseudonyme de son frère, Paul, et deviendra Marcel Dassault. On connaît la suite. Revenons à René, le frère du milieu, René Bloch. René Bloch, après son internat, fut incorporé au service de santé des armées en 1914 et y resta 5 ans. Sa conduite fut exemplaire, après quoi René Bloch devint chirurgien à l'hôpital Necker. Malheureusement, le 7 juin 1942, le port de l'étoile jaune devint obligatoire pour tous les Juifs de France en zone occupée. René s'exécuta, mais il choisit d'arborer non seulement l'étoile qui était devenue un signe distinctif obligatoire, mais aussi les médailles que son engagement et sa bravoure lui avaient valu 25 ans plus tôt dans la Somme et à Verdun. Arrêté par une patrouille allemande, il fut interné à Drancy, déporté le 22 juin 1942 et assassiné à Auschwitz le 10 août. Un autre destin glorieux et beaucoup moins tragique est celui d'un autre interne de la Charité, Raymond Turpin, que l'on voit sur cette photographie, le troisième au premier rang, le troisième à partir de la gauche. Né en 1895, il n'avait que 19 ans en 14 quand il partit au front pour reprendre ses études de médecine après l'armistice.
Nommé à l'internat en 21, il travaille au service de maternité dirigé par Benjamin Vaillalé. Ce dernier était un ami de Calmette et Guérin, qui a travaillé depuis une quinzaine d'années déjà sur la création d'un vaccin contre la tuberculose. Calmette et Guérin n'avaient utilisé leur BCG que dans le cadre de la médecine vétérinaire. Vaillalé leur dit, mais pourquoi ne pas tenter le BCG aussi dans l'espèce humaine pour faire en sorte que nos enfants ne meurent plus de tuberculose à peine âgés de quelques mois. Et donc, Benjamin Vaillalé, le patron de Raymond Turpin, va lui demander, le 18 juillet 1921, le soin d'essayer le vaccin sur un nouveau-né de la crèche de la Charité, dont la mère venait de mourir de tuberculose. L'enfant, bien sûr, compte tenu du fait que sa mère était morte de tuberculose, courait un risque majeur en termes de contamination. Le vaccin lui fut administré, donc en juillet 1921, et au bout de quelques mois, force était de constater que l'enfant était en vie, il n'avait pas été contaminé, et progressivement, tous les enfants de la Charité, puis tous les enfants de France furent vaccinés par le BCG contre la tuberculose. Une publication intervint au 1er mai 1924 et en juillet 1924, l'Institut Pasteur, sur la base de ces résultats, crée le premier centre de production et de distribution gratuite du BCG. Et alors, on a miraculeusement une plaque à l'intérieur des locaux de la nouvelle faculté de médecine, sur lesquels je reviendrai dans un instant, qui commémore en quelque sorte cette prouesse médicale de 1921, où les noms de Raymond Turpin et Benjamin Vaillalé sont rappelés à notre mémoire. Malheureusement, la fermeture de la Charité met un terme à cette prestigieuse histoire. C'est peut-être lors de la crue séculaire de janvier 1910, qui entraîna la fermeture de l'hôpital pendant quelques jours, que naquit dans la tête des édiles municipaux l'idée de fermeture de cet établissement. Le Conseil de Paris décida le 30 décembre 1927 de détruire l'hôpital et de procéder à la vente du terrain au profit de l'Éducation nationale afin d'y faire construire une faculté de médecine. La décision fut acceptée sans remous apparent. L'hôpital ferma ses portes le 15 avril 1935 et à la veille de la démolition, le 19 mai 1935, une grande fête fut donnée, le dernier repas, en même temps le dernier repos, de la Charité, au cours de laquelle les chefs de service en fonction et plusieurs grands anciens racontèrent leurs souvenirs et retracèrent l'histoire de l'hôpital, non sans avoir invité le père supérieur de la clinique Saint-Jean-de-Dieu, qui existe encore aujourd'hui, accompagné de 4 frères revêtus de leurs costumes d'origine. Léon Binet, futur doyen, écrivit « Les yeux humides, il voit disparaître ces vieilles pierres qui allaient être dispersées, entraînant avec elles les souvenirs de 3 siècles et un peu de cette poussière qui avait été transportée par les bottes du grand Laënnec. » L'architecte choisi pour bâtir la faculté de médecine fut Jean Walter. Les premiers travaux de construction débutèrent le 3 décembre 1936. Le ministre Jean Zay et son secrétaire d'État à la recherche Jean Perrin étaient aux côtés du doyen d'alors, Gustave Roussy. Mais les travaux ne s'achevèrent qu'en 1952 et l'accueil des étudiants eut lieu en octobre 1953. 70 ans plus tard, le bâtiment dont l'architecture est plus fonctionnelle qu'esthétique reste le plus massif de l'arrondissement avec ses 70 000 m² au sol et ses 40 mètres de hauteur. L'assistance publique eut quelques scrupules à rayer d'un trait une histoire aussi féconde. Elle associa un temps le nom de la Charité à celui de Broussais, le patronyme d'un médecin qui ne valait pas le détour, mais qui avait quand même donné son nom à l'hôpital de la rue Didot. On eut donc pendant quelques années un hôpital Broussais-La Charité à Paris. Quelques mots de conclusion en forme de nostalgie et de colère. Lorsqu'on longe le boulevard Saint-Germain,
qu'on traverse la rue des Saints-Pères et qu'on poursuit en direction de la rue Jacob, le promeneur curieux est frappé par le fait qu'aucune borne mémorielle n'indique la moindre trace du souvenir de cet hôpital prestigieux. Un panneau indique certes sur la grille du square Taras Shevchenko la proximité de la cathédrale gréco-catholique ukrainienne, mais d'hôpital, on ne trouve aucune trace. On se dit que l'université aurait une meilleure mémoire, mais au numéro 45 de la rue des Saints-Pères, rien n'indique qu'un hôpital d'excellence occupait naguère l'ensemble de ce pâté de maisons. Alors, on poursuit jusqu'à la rue Jacob et on arrive au numéro 47, l'adresse précise de l'ancien hôpital de la Charité. On est alors attiré par une plaque, mais cette plaque indique qu'un résistant, fusillé par les Allemands en 1942, René Sahorst, est né ici au 47 rue Jacob. Mais on feint d'ignorer une fois encore que cette adresse était celle de la maternité hospitalière où il naquit. Ces lacunes mémorielles sont impardonnables. Il faudra que la ville de Paris corrige ces manquements. Paris valut bien une messe pour le créateur de la charité. La charité devrait bien valoir une plaque pour la mairie de Paris. Je vous remercie. Merci encore pour cette brillante conférence. Vous nous avez passionnés, tenu en haleine bout en bout, et mais dans le cercle niveau, vous nous avez fait sourire pour un peu sur cette histoire que nous découvrons tous, et vous nous avez communiqué votre passion. Alors, je ne sais pas si vous aurez aussi des questions à vous poser, mais il y avait tant de choses, il y aurait tant de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser une question? Oui, pourquoi l'hôpital de la Charité a-t-il été fermé et démoli? Deux choses différentes. Alors, oui, je pense que vous m'entendez. Il a été démoli parce que, à l'instar des hôpitaux les plus anciens, il était considéré comme non fonctionnel, et en particulier la largeur des bâtiments ne permettait pas d'installer des salles de malades comme on souhaitait déjà dans les années 1920 les organiser, avec des chambres moins vastes que les salles communes d'antan. Et il y avait également des problèmes d'organisation en termes de circulation pour l'installation de véritables blocs opératoires. Donc, l'architecture générale de l'hôpital ne se prêtait pas, un peu comme ce qu'on a vécu, mais 100 ans plus tard, quasiment, j'exagère un petit peu, 80 ans plus tard avec l'Hôtel-Dieu, dont l'organisation architecturale n'est plus en conformité avec ce que l'on est en droit d'attendre pour l'organisation de l'hospitalisation. Pour autant, si l'hôpital devait fermer pour des raisons architecturales, il aurait pu ne pas fermer en termes d'accueil de patients. C'est-à-dire qu'on aurait pu construire sur le site un hôpital qui aurait permis d'accueillir des patients. Il y a un besoin, et à l'occasion de la pandémie récente, on s'est rendu compte que les besoins en termes d'hospitalisation, que ce soit de l'hospitalisation très aiguë, l'hospitalisation conventionnelle, comme on dit, est en déficit au niveau de Paris en particulier, mais de l'Île-de-France plus généralement. Donc, il n'était pas légitime, pour répondre à votre question, de fermer l'hôpital, mais on aurait pu le réaménager comme ça s'est fait, par exemple dans des hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital très ancien, mais qui au fil des siècles, des décennies, des années, a été réaménagé, reconstruit avec des bâtiments neufs, innovants en termes d'organisation des soins qui permettent
pour le département cardiovasculaire, pour le département des maladies neurologiques, pour le département ostéo-articulaire, d'avoir une organisation des soins conforme aux standards actuels. On a fait compliqué. Oui, comment se fait-il que les hôpitaux à l'étranger, aussi, soit à Berlin, peut-être à Bagnères, portent le même nom de la Charité? Est-ce qu'il y avait un lien ou au contraire la même concurrence? Oui, alors ces frères de la Charité, ils ne sont pas seulement arrivés à Paris, ils ont essaimé dans de nombreuses villes d'Europe et d'Amérique du Nord, au Canada aussi. Et il y a encore aujourd'hui à Berlin un très grand hôpital de la Charité qui est toujours en fonction. Et quand on tape la Charité sur un moteur de recherche, on tombe souvent sur la Charité berlinoise. Il ne faut pas mettre d'accent sur Charité. Voilà. Les femmes étaient à l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu accueillait des femmes. Elles étaient soignées par les sœurs Augustines, mais elles n'avaient pas, jusqu'en 1800 environ, droit de citer à la Charité, qui était la Charité des hommes. C'était un choix inopportun, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression sur l'hôpital de la Charité? Est-ce que c'est un rapport avec l'hôpital de la Charité? Non, je ne sais pas si je fais appel à un joker, si j'appelle un ami ou si je demande à la salle. Bon, merci. Je vous remercie encore une fois. Merci de votre accueil.